Monsieur le préfet Joseph Zimet, Monsieur le maire de Blois, Monsieur le président de la communauté d'agglomération de Blois, chers élus, chers collègues, chère Madame Belkaïd, cher Francis, cher Jean-Noël, chers festivaliers, chère équipe, chers bénévoles, bref, tous ceux qui ont contribué à ce que ce marathon, pour tous, soit un véritable succès. Chers festivaliers, vous n'êtes jamais repus, ni épuisés par votre marathon, dans le beau programme structuré par l'équipe du Centre européen de promotion de l'histoire que j'ai l'immense honneur de présider. Une équipe du CEPH qui a, sous la houlette de Francis et du travail de tous, réalisé, concocté un programme d'oxygénation nécessaire, un programme de très haute qualité intellectuelle, de très haute exigence intellectuelle, grâce au conseil scientifique présidé par Jean-Noël Jeanneney. J'aimerais remercier de façon appuyée toute l'équipe du CEPH, les salariés, tous ceux qui sont venus renforcer l'équipe, tous les bénévoles, puisque quelques minutes me sont données pour le faire. Cette édition approche à grands pas à sa fin, hélas, mais il reste encore beaucoup à faire. Et à entendre avec bonheur, dont la remise d'un prix important, le prix Augustin Thierry, qui est décerné par l'équipe des Rendez-vous de l'Histoire. Ce prix, je le rappelle, a pour objet de récompenser les travaux d'historiens ayant publié au cours de l'année de l'attribution un ouvrage ou bien l'ensemble d'une œuvre concernant l'histoire contemporaine. Un prix organisé avec le soutien de la belle ville de Blois. De nombreux ouvrages étaient en lice cette année, en 2025, mais l'un d'entre eux a beaucoup plu par la pertinence, la clarté, l'originalité de sa démonstration et de son argumentation. J'ajouterai la belle écriture. C'est le livre d'un spécialiste de l'histoire de l'Allemagne, et plus encore de l'histoire du nazisme et des fascismes en général, entre autres. Cet historien analyse sans relâche les ressorts de l'idéologie nazie. Comme il aime à le dire, l'archétype nazi, c'est bel et bien l'archaïque. Alors, inutile d'en dire plus, inutile de vous faire attendre davantage. Nous sommes très heureux et honorés de remettre le prix Augustin Thierry Ville de Blois 2025 à Johann Chapoutot pour son livre majuscule « Les Irresponsables » publié chez Gallimard. Monsieur le Président, cher Éric, Monsieur le maire de Blois, cher Marc, Monsieur le préfet, cher Joseph, cher Francis Chevrier, et je pense également à tous mes amis des Rendez-vous de l'Histoire de Blois que je connais depuis 15 ans, en l'occurrence Aurore Guidez, François Barré, Hélène Renard, qui est la magicienne du plus beau salon du livre d'histoire au monde, je pense, que nous apprécions toutes et tous et dont nous repartons chargés et les lombaires brisés en cette fin de week-end. Je suis particulièrement ému par ce prix qui est un immense honneur parce que cela consacre une histoire commune d'amitié, d'affection réciproque, de parcours commun également entre Blois et Weimar, puisqu'on l'a rappelé ce matin, le président de Gruel le disait, Blois est jumelé avec la ville de Weimar et en 2009, nous avons co-créé avec Weimar, précisément Weimar, les Rendez-vous de l'Histoire de Weimar qui se poursuivent au bout de 17 années d'exercice. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la concentration de sens et du nœud, si vous voulez, existentiel qui s'est constitué entre Blois et Weimar avec ce prix qui vient couronner cette histoire. Le titre, par ailleurs, le sous-titre a été trouvé à Blois, puisque j'avais proposé comme titre « Les Irresponsables ». Je ne pense pas que les actualités récentes m'aient démenti sur ce point. Et le sous-titre a été trouvé par Sophie Koukouyanis, mon éditrice chez Gallimard, qui est ici présente. Nous buvions à un café, on dira que c'est un café, à proximité, sur une terrasse proche. Et c'est elle qui a trouvé ce sous-titre qui a porté Hitler au pouvoir.
Et je voulais l'en remercier, comme je remercie également les éditions Gallimard ainsi que les presses universitaires de France et Talendier, mes autres éditeurs, pour ce travail commun, puisque de fait, dans ce que l'on appelle bellement la chaîne du livre, nous sommes tous liés de l'auteur au libraire, en passant évidemment par l'éditeur. C'est un moment important pour les historiennes et les historiens, vous le savez, c'est un moment où des historiens quittent les États-Unis, pour les raisons que vous imaginez, après la prise de pouvoir par l'extrême droite. Plusieurs collègues ont quitté leur pays et leur université ces derniers temps. C'est évidemment à eux que je pense et c'est évidemment à eux que ce prix est dédié, en espérant que l'irresponsabilité des uns et des autres ne nous conduise pas à une situation pareille dans ce pays. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Johan. Tout de suite. Hélas, non sans peine, pour la dernière fois de cette semaine, je vais devoir passer le relais à Jean-Noël, avec plaisir, mais aussi avec regret, mais ça ne durera que quelques mois. Vous le savez bien, vous le sentez bien, mesdames et messieurs, mes chers amis, j'éprouve comme un privilège, comme un honneur, comme un bonheur aussi de pouvoir annoncer que vous allez entendre la conférence de Yasmine Belkaïd, qui nous a fait le grand plaisir de bien vouloir accepter notre invitation en connivence avec le président de l'Institut Pasteur, notre cher Yves Saint-Jour, qui est également en quelque sorte en permanence dans notre efficacité et dans notre amitié. Vous avez, madame, une position, une situation, une stature tout à fait particulière, puisque vous êtes directrice générale de l'Institut Pasteur et qui pouvait mieux que vous, aujourd'hui, clore ce moment où nous avons ensemble, avec une affection qui nous frappe toujours et qui a circulé magnifiquement entre nous, au moment où nous allons clore notre rencontre, avec un mélange de fierté d'en avoir été et de chagrin que ça s'arrête. Nous allons vous entendre avec une grande attention et un grand respect. Vous êtes à la rencontre finalement de ce qu'est la France dans sa longue durée, ce que nous avons parlé aujourd'hui, puisque par votre histoire personnelle entre l'Algérie et la France, vous avez été conduite à diriger aujourd'hui une institution qui, en elle-même, répond admirablement au meilleur de ce que nous pouvons attribuer à la France telle qu'elle est, telle que nous l'aimons, à cause de sa dénomination, à cause du grand Pasteur et à cause aussi de ce que cet institut a toujours voulu constituer, provoquer, permettre d'universalité. Quand je vous vois, et nous avons parlé un peu tout à l'heure, je me dis que cette idée de recherche de l'universalisme à partir d'une fierté nationale, double fierté, est au fond ce qui pourrait ramasser, réunir, rassembler le mieux ce que votre personnalité incarne et représente. Vous êtes aujourd'hui dans le monde de la médecine et de la science quelqu'un de tout à fait, non seulement honoré bien sûr, mais particulier et spécifique. Votre combat est un combat qui en toute occurrence aurait été salué. Je veux dire le combat pour faire avancer les frontières de la science dans le domaine en particulier de l'immunologie. Quand nous regardons les choses dans la durée de 2 siècles, d'un siècle, regardez les vaccins, ou de quelques décennies, nous ne pouvons qu'être frappés que l'humanité parfois soit un peu fière d'elle-même, à la bonne heure, par les progrès admirables qui ont été accomplis. Des progrès dont l'Institut Pasteur est un serviteur continu, déterminé et très efficace tout autour de la planète. Mais il se trouve d'autre part que nous vous aurions écouté de toute façon avec gratitude, admiration, mais il se trouve que d'autre part, cela vient d'être d'ailleurs évoqué indirectement, nous sommes dans une conjoncture où la science est à peu près partout, ou en tout cas dans un pays essentiel pour l'histoire de la démocratie, menacée. Ce qui se passe en ce moment aux États-Unis d'Amérique en particulier, où vous avez été très longuement formé, où vous avez appris tant de choses et reçu tellement. Voilà que dans ce pays, dans ces États-Unis d'Amérique, se lève une sorte de
tempête qui était en train de frôler l'ignominie, c'est-à-dire quelque chose qui va absolument contre tout ce à quoi nous croyons, nous autres historiens, sciences que parfois les scientifiques appellent sciences molles ou disciplines, vous qui représentez la science dure, mais qui êtes si soucieuse constamment de resituer votre action dans la longue durée, je le sais déjà, bien vous savez avec nous à quel point on peut être inquiet, je dirais même angoissé par ce qui se passe aujourd'hui de l'autre côté de l'Atlantique, avec la capacité de diffusion de l'horreur tout autour de la planète dont dispose la plus grande démocratie. Le mot peut être encore provisoirement, avec quelques hâtes prononcées, la démocratie américaine. Ce qui est en train de se passer là-bas est d'une extrême gravité. Nous le savons bien, non seulement parce que c'est une atteinte à tout ce que l'on peut apprécier, aimer, saluer du côté de la conviction que la raison peut faire progresser les choses, servir le progrès, mais aussi parce que tout à coup, l'obscurantisme surgit de partout. Il suffit de penser que quelqu'un qui porte un grand nom de la démocratie américaine est aujourd'hui un ministre anti-vax de la santé aux États-Unis. Il y a quelque chose qui est effrayant en vérité. Et nous voyons par mille informations à quel point les universités américaines, les lieux de recherche sont agressés avec une violence fondée sur une idéologie en vérité hostile à tout ce que nous autres démocrates nous croyons et que nous croyions avoir au cours des siècles quelque peu diffusé jusqu'aux États-Unis d'Amérique. Voilà que tout cela est foulé aux pieds. Voilà que s'arrêtent des chaînes de recherche. Et nous savons bien que quand on arrête une chaîne de recherche, il est très difficile de reprendre les choses. Voilà qu'une série de scientifiques attachés passionnément à leur travail, à leurs tâches, à leur action, sont soudain jetés en dehors de leur laboratoire, du lieu de leur travail, de la passion qui les anime collectivement et individuellement au service d'un meilleur état du monde et de la santé qui est vraiment pour l'humanité au cœur de son évolution et de son progrès. Voilà que tout cela se passe sous nos yeux. Et c'est à ce moment, madame, que vous venez nous parler. Alors j'aurais préféré, nous aurions tous préféré que ce soit sous la lumière de plus d'optimisme naturel, mais il suffit que vous acceptiez de nous parler néanmoins pour que nous soyons sûrs à l'avance que vous allez nous revigorer quelque peu et que vous allez nous redonner courage. Je pense, madame, que vous agréerez ces applaudissements comme le témoignage d'une considération, d'une affection et aussi d'une attente par rapport à ce que vous allez nous dire. Alors je vous en remercie de tout cœur au nom de tous ici rassemblés. Merci madame. Je vous en prie, vous avez la parole. Aucune pression. Donc je voulais vous dire à quel point je suis heureuse d'être ici aujourd'hui. Cela a été dit, nous ne sommes pas dans un monde ordinaire, le monde de la science, le monde est chaotique et j'aimerais justement que cette discussion aujourd'hui remette la science, l'importance de la science, son rôle pour la société et à quel point nous avons besoin de vous tous. Donc je voudrais d'abord vous dire, c'est pour ça que, bizarrement, une scientifique est aujourd'hui là à parler à des historiens. Donc je n'aurai aucune prétention à être une historienne. Je suis désolée, ce ne sera pas une lecture de l'histoire, ce sera une lecture d'une compréhension et d'essayer de vous expliquer, de travailler avec vous sur ce qu'est la science, ce qu'elle a apporté, ce qu'elle peut apporter, son rôle dans la société, et comment ensemble, le travail que nous pouvons faire, de raconter l'importance de la science, peut la sauver. Je vais aussi dire que, ça vient en fait de Yanis Mzali, qui m'a beaucoup aidé à préparer cette lecture. Il m'a suggéré une très bonne idée pour l'année prochaine. Il m'a suggéré qu'on devrait inviter Jean-Noël et Yves à donner la conférence de clôture de la conférence d'immunologie à Paris. Voilà. Merci Yanis, je pense que c'est une très bonne idée et je pense qu'on va bien s'amuser. Donc voilà, je vais commencer cette lecture. Donc on a entendu aujourd'hui qu'on n'était pas dans un monde tel qu'il l'était avant, en tout cas pour moi. J'ai passé toute ma vie à rêver d'être une scientifique. Comme beaucoup de scientifiques, ça a commencé toute petite, je suis tombée dans la marmite, obsédée par l'idée de découvrir. Et j'ai eu le bonheur, le grand privilège de devenir une scientifique.
C'était absolument magique, l'idée de pouvoir être au service, pouvoir explorer, pouvoir comprendre, pouvoir poser les questions les plus importantes et trouver des solutions. Moi et tous ces gens avons travaillé de façon collective avec cet espoir et ce que la science représentait. Et j'ai passé donc une carrière, d'abord que j'ai commencé en Algérie où j'ai fait ma thèse, j'ai fait ma maîtrise de biochimie, je suis allée passer, d'ailleurs j'étais à l'Institut Pasteur d'Alger, ensuite je suis allée à l'Institut Pasteur de Paris où j'ai fait ma thèse pour essayer de comprendre comment les microbes persistent. Et puis je suis partie aux États-Unis, comme beaucoup de scientifiques dans le monde, beaucoup de scientifiques français ont été formés aux États-Unis. Donc, je suis partie pour 2 ans et je suis restée 30 ans. Voilà. Et pendant ces 30 ans, j'ai pu vraiment bénéficier de ce qu'était la science aux États-Unis, une science qui était extrêmement privilégiée, avec beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie, très internationale, où finalement, en fait, on venait tous d'ailleurs. Et puis, je suis revenue en France, donc il y a maintenant 18 mois, pour diriger l'Institut Pasteur, une maison, et je vous le rappellerai pendant cette lecture, qui est unique au monde. Je suis vraiment revenue parce que cette maison représente quelque chose de fondamental pour la France, pour la société, pour la science. Et puis, en revenant ici, il y a quelques mois, les États-Unis sont devenus autre chose. Et c'est dans ce contexte où j'ai vu en fait un système qui fonctionnait, un système qui est en train de se suicider scientifiquement, et bien non pas simplement scientifiquement, que j'aimerais avoir cette discussion avec vous aujourd'hui sur la place de la science et pourquoi nous devons la protéger. Donc aujourd'hui, je vais discuter avec vous de quelques points et je vais essayer de les suivre. Le premier, c'est celui que j'ai annoncé, c'est que la science a besoin d'histoire. Elle a besoin d'histoire pour qu'on la protège. On doit raconter ce que la science a fait, on doit raconter son importance, on doit raconter son rôle. Et pour ça, nous avons besoin de vous, et j'en parlerai dans cette conférence. Le deuxième point que j'aimerais discuter avec vous, c'est que la science est vraiment le miroir d'une nation, dans sa confiance en elle-même, sa force économique. Et donc je parlerai de ça d'une façon générale, mais aussi je reviendrai sur le modèle français. Comment la France, l'histoire de la France, ça a été l'histoire de la science de la France. Et l'impact, et comment en fait la science a été impactée par des grands moments de changement, et comment ça a impacté à l'évolution de la France. Et puis je parlerai de l'Institut Pasteur, parce que c'est quand même la maison la plus extraordinaire en sciences qui ait jamais existé, et je vous expliquerai pourquoi. Et j'avoue qu'en retravaillant sur ça avec Yanis, j'ai encore réalisé de façon encore plus profonde à quel point cette maison avait eu un impact, et un impact remarquable sur l'écosystème international. Et en fait, je terminerai avec vous sur des réflexions qui sont alignées avec ce qui a été discuté auparavant. Quelles sont notre responsabilités et comment, de façon collective, nous allons réengager un dialogue pour protéger et être certains que ce qui se produit aux États-Unis ne se produira pas en France ou en Europe. Alors, un petit point, il y aura peut-être quelques anglicismes au milieu, et je sais que devant des profs d'histoire, ça va être horrible. Voilà, je vous demande, vous me pardonnez d'avance, en tout cas je vous demande, voilà. Il y aura peut-être quelques petits anglicismes. Voilà. Donc, pourquoi nous avons besoin autant qu'on se rappelle de l'histoire de la science et de ce que la science a fait ? Aujourd'hui, nous voyons en fait un grand scepticisme qui se produit au travers, par exemple, les vaccins, ou en fait de ce que la science a apporté. C'est l'oubli. C'est l'oubli d'une réalité très, très, très récente dans l'histoire de l'humanité. L'oubli dans lequel nous mourions de maladies infectieuses, dans lequel une mère avait 50% de chances de voir son enfant mourir avant l'âge de 5 ans. Une réalité dans laquelle notre espérance de vie était la moitié de ce qu'elle est aujourd'hui. Ça, on l'a oublié. Il faut se rappeler que dans les années 80, qui a été vraiment donc le moment où l'Institut Pasteur a été créé, nous vivions 2 fois moins de temps qu'aujourd'hui. La variole, qui était une maladie qui tuait des millions et des millions de gens dans le monde, a été éradiquée. La polio. Moi, je me rappelle en Algérie, il y avait énormément d'enfants qui avaient eu la polio, parce qu'ils n'étaient pas vaccinés et qui souffraient, ceux qui avaient survécu souffraient de conséquences très graves. La polio a pratiquement disparu. À la fin du XIXe siècle, la diphtérie causait 1 million de décès chez les enfants. Et il y a eu d'ailleurs un vaccin qui a été développé à l'Institut Pasteur. Aujourd'hui, on ne meurt plus, très peu, de diphtérie. La rougeole. Alors ça, on la revient en ce moment en France, n'est-ce pas ? La rougeole, qui est très attaquée, les vaccinations aux États-Unis, tuait 6 millions de personnes par an. Aujourd'hui, c'est quelques centaines de milliers, et encore, une grande majorité des cas, c'est parce que les gens ne se font pas vacciner.
Regardez ce qui s'est passé avec le VIH ou avec la tuberculose. On meurt beaucoup moins de maladies graves. Ça, c'était la réalité avant la science. Il y a eu des accélérations extraordinaires et on ne les célèbre pas assez, on ne les raconte pas. Par exemple, avoir un cancer du sein, quand j'étais enfant, était pratiquement une condamnation à mort. Aujourd'hui, la grande majorité des cancers du sein sont traitables. Des découvertes qui ont été faites au travers de l'immunologie, qui est mon domaine de prédilection, ont changé complètement les thérapies contre les cancers. Ça a été fait parce qu'un scientifique, dans un laboratoire, un jour, s'est posé la question de savoir comment notre système immunitaire ne nous attaquait pas soi-même. Quels étaient les mécanismes de frein de cette attaque contre le soi. Cette compréhension de ce mécanisme a été la base de ce qu'on appelle l'immunothérapie, qui traite vraiment des cancers qui étaient incurables avant. On a eu aussi la découverte de CRISPR. CRISPR, c'était aussi une curiosité. C'était dans un laboratoire, des scientifiques qui étaient fascinés par l'immunité des bactéries. Ça semble un peu ésotérique, une bactérie qui se défend elle-même. CRISPR a été découvert au travers de ça. Aujourd'hui, un des outils les plus extraordinaires qui nous permet de manipuler et de contrôler le génome. Et il y a eu en fait des traitements qui viennent d'émerger pour traiter des enfants qui souffrent de maladies génétiques sur la base de ces découvertes. Le vaccin Covid est venu de 40 ans de recherche. L'ARN messager, découvert à l'Institut Pasteur, qui a été l'objet de découvertes continues pendant les 40 dernières années, est devenu vraiment la source d'un vaccin qui a arrêté une épidémie en marche. Aujourd'hui, les technologies sont en train d'accélérer. Nous avons des méthodes dont je n'aurais pas pu rêver quand j'étais étudiante. On a des machines, des microscopes qui peuvent visualiser l'infiniment petit. On a des outils qui nous permettent de voir comment chaque gène dans chaque cellule fonctionne. On peut manipuler et transformer ces génomes quand ils sont affectés. On peut comprendre au travers de l'intelligence artificielle qui n'est pas que du négatif. Quand on intègre ça, des datas, on peut arriver à faire des choses extraordinaires. Donc la science est porteuse d'une promesse immense. C'est une science qui aujourd'hui apporte immensément à l'humanité avec une accélération des découvertes contre les antimicrobiens. Et c'est dans ce contexte que la science est attaquée. C'est dans ce contexte que la science est fragilisée. C'est les conséquences de l'oubli. C'est la banalisation de ce qu'était la science, de ses découvertes. C'est l'oubli. L'oubli de beaucoup de choses. L'oubli de ce que je viens de vous dire, que nous mourions, que ma propre grand-mère a vu ses enfants mourir de maladies infectieuses, que nous avons fait des découvertes qui ont changé la trajectoire du cancer, que nous allons en faire d'autres, qu'avec l'accélération des découvertes, nous pourrons vraiment confronter les problèmes d'aujourd'hui et de demain. Mais nous avons oublié ce qu'était la science. Nous avons oublié aussi beaucoup de choses. La méthode scientifique, le processus de découverte. On discutait au lunch, on discutait au déjeuner ce matin. On discutait du fait que dans les écoles, nous n'apprenons pas assez le quantitatif. C'est quoi une statistique ? Ça veut dire quoi, en fait, une chance sur 1 million de mourir par rapport à une chance sur 5 ? Il faut quand même qu'on soit capable de comprendre les chiffres, de les expliquer, de les partager. Et on a aussi oublié d'apprendre ce langage du quantitatif, de la statistique, de la valeur et de comment partager les informations. On a aussi oublié de rappeler l'importance du revu par les pairs, que vous connaissez si bien quand vous recevez et que vous envoyez vos articles qui sont critiqués. Ce système de validation, qui est le système qui nous permet tous de rester rigoureux et scientifiquement vrais, c'est la revue par les pairs. C'est comment les scientifiques jugent d'autres scientifiques. Ça commence avec votre thèse, ça commence avec vos papiers, ensuite le nouveau produit que vous découvrez, ensuite les validations qui sont faites pour la sécurité des médicaments. Cette revue par les pairs qui, en fait, sont des milliers et des milliers et des milliers et milliers de gens qui vont permettre un jour à un produit de devenir un médicament, ça, c'est la science. On ne le raconte pas. Et puis on a aussi oublié que les maladies infectieuses, ça n'était pas que de l'histoire ancienne. 17 millions de gens meurent de maladies infectieuses dans le monde. Aujourd'hui, avec le scepticisme par rapport au vaccin, nous avons des mortalités contre des maladies que l'on croyait éradiquées ou en tout cas plus mortelles. Il y a aussi l'accélération de la résistance aux antimicrobiens, un nouveau défi que l'on doit confronter. Il faut que la science reste là, il faut qu'elle soit vigilante, qu'elle soit protégée, car les maladies infectieuses ne sont pas simplement une histoire du passé, et dans beaucoup de pays du monde, elles sont une réalité très, très présente. Donc je pense qu'il faut que
nous nous rappelions, et c'est pour ça que nous avons besoin de vous, nous avons besoin que vous nous rappeliez et que vous nous aidiez à partager cette histoire de comment la science a changé notre destin, comment la science va nous permettre à garder le contrôle de notre destin. Je voulais vous rappeler une petite anecdote en fait, qui parle aussi de comment la diminution en fait, de la croyance dans la science et la protection par les gouvernements peut avoir des conséquences graves. Par exemple, la coqueluche, une maladie qui semblait un peu du passé, il y a eu une épidémie, en fait, il y a eu un cas de 5000 cas en France l'année dernière. Et un de nos scientifiques, Sylvain Brice, qui est quelqu'un qui s'occupe de ce qu'on appelle les centres de référence, c'est Pasteur en fait, a des centres de référence qui surveillent en fait, les microbes qui émergent, nous a confié que son analyse de la situation était qu'il y avait deux problèmes. Le premier est qu'il y avait de moins en moins de couverture vaccinale. Et le deuxième est qu'il y avait de moins en moins de surveillance, ce qui veut dire que le gouvernement investit de moins en moins dans la surveillance des microbes. Et ça, c'est des problèmes très graves, structurels. On doit travailler ensemble. Et ça ne va pas simplement être le fruit des scientifiques. Rétablir, en fait, cette histoire, la remettre là où elle doit être, est un travail collectif avec vous, historiens, économistes, politiciens. Mais nous avons besoin de remettre la science là où elle devrait être. La science, son rôle, était un rôle de gardien, de protecteur, de trouver des solutions à le problème d'aujourd'hui et de demain. C'est un investissement continu qui doit être protégé. La deuxième conviction, et la première étant très très forte, comme vous pouvez l'imaginer, la deuxième conviction, c'est que la science est le miroir d'une nation. Donc je vais vous parler d'un texte que j'ai lu il y a quelques années et qui m'a énormément, que je trouve extrêmement inspirant. C'est le texte de Vannevar Bush, je ne sais pas combien d'entre vous l'ont lu ici, qui s'appelle « Science, the Endless Frontier ». Est-ce que vous le connaissez, ce texte ? Eh bien, vous devriez. Ce texte, c'est un texte qui est vraiment profondément visionnaire. Et je vais vous en parler parce que c'est un texte qui a été écrit au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et qui avait été vraiment fait sur la base du succès extraordinaire que la science et la science de haut niveau qui était portée par les gouvernements avaient apporté dans l'effort de guerre, que ce soit bien entendu pour les radars, la médecine, l'énergie nucléaire, en physique. Donc il y a eu tout d'un coup cette réalisation que lorsque le gouvernement investissait des fonds importants dans cette recherche, les choses absolument extraordinaires pouvaient être créées de façon collaborative. Et c'est devenu cette idée de qu'est-ce qu'on allait faire en temps de paix et comment on allait utiliser cette énergie comme pouvoir économique pour une nation et comme pouvoir justement de protéger la nation. Donc Vannevar était en fait un ingénieur, il était aussi un conseiller scientifique et il a écrit ce texte à la demande de Franklin Roosevelt pour vraiment essayer de créer un système de protection de la recherche. Et il a postulé plusieurs choses très importantes. La première, c'est que c'était au gouvernement d'investir dans la recherche et la recherche fondamentale, le début de la chaîne. Et il devait le faire d'une façon continue. Ça devait être un investissement très très fort. Je reviendrai sur les chiffres à la fin de cette discussion et vous montrer à quel point cet effort continue et c'est la quantité d'argent qui a été investi. Deuxième principe, cet argent devait être distribué à toutes les universités en leur donnant la liberté. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un système qui n'était pas un système directif. Troisième élément, il a déterminé que ça devait être porté par les hommes et les femmes. C'était très visionnaire et très important. Quatrième élément, il a aussi expliqué que ce système devait aussi être uniquement jugé par des scientifiques. Donc c'était vraiment le début de ce système de validation de la science par les scientifiques qui devenait un système de confiance. Et ça a représenté un essor économique très très fort pour les États-Unis parce que cet investissement continu dans la recherche a permis aux États-Unis d'être la première puissance mondiale en recherche, avec une grande majorité des découvertes sont faites aux États-Unis, une grande majorité des médicaments qui sont découverts sont faits aux États-Unis, une grande majorité des prix Nobel sont aux États-Unis en sciences. Je dis en sciences dures, et il n'y a pas de sciences molles, by the way, en sciences dures. Et même, en fait, les prix Nobel de physique français est à Yale. Donc, en fait, on voit très bien que les États-Unis ont vraiment investi immensément et que ça s'est retourné sur un système. L'investissement qui est fait par le gouvernement, donc qui prend le risque, est donné et en fait retourne l'investissement en fait sur le retour à l'investissement est énorme. Il est de 1 à 3 ou de 1 à 8 en fonction des calculs, je ne sais pas exactement.
Mais en fait, ça veut dire que chaque dollar investi par le gouvernement nourrit un écosystème de recherche libre qui ensuite est injecté dans le système économique de la nation. Donc c'est vraiment le gouvernement qui assume le risque. Donc c'est vraiment ce système en fait, d'investissement continu est un modèle qui vraiment illustre vraiment parfaitement comment l'investissement d'une société dans la recherche, son engagement sur le temps long, son engagement pour que ce soit absolument continu, peut avoir un impact très très fort. L'autre élément qui a été très important dans la façon dont ça a été développé et la façon dont la science doit être, c'est que la science doit être non seulement ambitieuse, mais elle doit être libre. La science, même si elle est fondée par les gouvernements, ne peut pas être dirigée par les gouvernements. On voit très bien ce qui est en train de se passer en ce moment aux États-Unis, où la science est en train d'être dirigée et associée à des idéologies. Donc la science doit être libre et vraiment qu'elle soit dans le monde académique, protégée, est une valeur fondamentale. On sait aujourd'hui que l'indice de liberté du monde académique diminue. Et ce n'est pas simplement aux États-Unis, c'est aussi en Europe. Donc de protéger la science dans le monde académique, libre, indépendant, au service de la société, sans agenda, est quelque chose de très, très, très important. Donc il faut, pour un débat démocratique, pour une démocratie, il nous faut des faits. Nous tous, vous êtes des gardiens sur le temps long de ces faits, comme les scientifiques. Notre rôle, il est vraiment d'apporter des données, d'apporter du quantitatif, d'apporter des solutions et de le travailler de façon collaborative. Comme je l'ai expliqué, la science n'est jamais le fait d'une personne, c'est le fait d'une intelligence collective et d'une cross-validation qui nous permet d'apporter des données qui deviennent ensuite des sources soit de médicaments, soit soit en fait de conseils sur les gouvernements ou pour les vaccinations. Donc nous sommes là vraiment pour donner des données qui servent à prendre des décisions. Donc c'est un rôle fondamental qui doit être protégé. Et la science aussi illustre une ouverture sur le monde. La science est vraiment universelle. Je veux dire, j'ai travaillé dans le monde entier. Des scientifiques viennent du monde entier. Chaque laboratoire peut avoir jusqu'à 20 nationalités. Le monde est vraiment un besoin de scientifiques qui viennent du monde entier qui collaborent. À l'Institut Pasteur, par exemple, nous avons 86 nationalités présentes sur le même campus, dans le 15e arrondissement. Et c'est ça la science. C'est une ouverture sur le monde, c'est le partage, et c'est vraiment de se mettre au service de la société et au service du monde. Donc ma troisième conviction, c'est que la place de la science est absolument centrale et décisive dans ce qu'a été l'identité et ce qu'est l'identité de la France. Alors je vais citer ici Didier Tabuteau, qui est vice-président du Conseil d'État, dans son récent discours de rentrée, qui disait « La République française ne s'est pas seulement construite sur des principes politiques, elle s'est aussi fondée sur une certaine idée de la raison, et singulièrement sur une confiance profonde dans la science. La science comme moteur du progrès humain et comme ferment de l'entente entre les peuples. » À chaque grand moment de rupture de l'histoire française, ces moments ont été associés à des constructions d'un projet scientifique ambitieux. Et je vais en fait vous en mettre quelques-uns, et ça va être le seul moment qui va ressembler peut-être un petit peu plus à un moment d'histoire. Donc le XVIIIe siècle, bien entendu le siècle des Lumières, c'est le moment de la création de l'Académie des sciences. Une institution fondamentale, qui est un environnement dans lequel nous pouvons en fait protéger en association avec les gouvernements et d'avoir en fait des groupes de pairs qui peuvent en fait donner des solutions et qui discuter, trouver des solutions à des problèmes. Il y a l'encyclopédie qui a été faite entre 1751 et 1722, et puis après la Révolution française, des institutions françaises ont été créées, des institutions qui ont changé complètement la trajectoire de la recherche en France. Le Conservatoire des arts et métiers, l'École centrale des travaux publics qui est devenue l'École polytechnique, l'école normale qui est devenue l'école normale supérieure. Et puis, l'adoption du système métrique, qui a eu un impact immense sur le monde. De mettre en fait ce système métrique et de l'imposer dans une société, c'était un message très fort pour devenir en fait plus capable de partager. Ça a eu un impact économique, ça a eu un impact sur l'enseignement, ça a eu un impact sur l'éducation, ça a eu un impact sur la reproductibilité des expériences. Et cette volonté en fait, d'affirmer ce système métrique, c'était vraiment une volonté d'universalité et de rigueur scientifique, qui était vraiment un message pour la société.
La Troisième République, à la fin du XIXe siècle, place à nouveau la science au cœur de son projet d'éducation et de rayonnement. La grande loi du 28 mars 1882, qui en même temps qu'elle rend obligatoire l'instruction et le laïcisme à l'école publique, impose l'étude des sciences à l'école primaire. Donc vraiment un message fort que la science doit faire partie du curriculum très tôt et que c'est une valeur que l'on doit apporter à la société. Et puis bien entendu, la science et le progrès technique sont au cœur de la révolution industrielle et reflètent de la puissance française, comme en sont témoignées bien entendu les expositions universelles. Mais c'était vraiment ce symbole de cette science forte, porteuse, ce symbole d'une force d'une société. Après 1945, et ça rejoint vraiment ce qui s'est passé aux États-Unis, dans ce qui s'est passé au travers de ce Endless Frontier moment, après la Deuxième Guerre mondiale, la France aussi investit massivement dans la science et crée des institutions qui ont complètement changé la trajectoire de la recherche en France. Le CEA, bien entendu, qui reste aujourd'hui une immense force dans notre pays, l'INRAE, le CNRS qui a été créé à ce moment-là, qui bien entendu ont complètement changé, puisqu'en fait c'était des investissements continus du gouvernement dans la recherche, dans la science, et la création d'infrastructures sur le temps long. En 1958, Charles de Gaulle, à nouveau, place la science au cœur de son projet d'une France forte et indépendante. Il investit dans le nucléaire et dans le spatial, et on voit aujourd'hui les bénéfices de cet investissement dans la force de la France en physique et dans le spatial. Donc les conséquences de tout cela, c'est que cet investissement et cette croyance de la France dans la force de la science, de ce qu'elle représentait pour une société, a eu un impact majeur sur ce qu'a représenté la science dans le monde. Alors bien entendu, la France, c'est les travaux pionniers de Pasteur, je reviendrai sur cela de façon un peu plus en détail après, mais bien entendu Lavoisier, le français était le langage scientifique jusqu'en 1945, c'était vraiment le langage, le partage de la science dans les conférences, dans les livres. Et puis c'était aussi non seulement un endroit de découverte la France, c'est l'endroit qui a vraiment fait vivre et exploser la recherche sur la biologie moléculaire, sur la vaccinologie moderne, sur la médecine moderne, la physiologie et tant d'autres. Mais c'est aussi un pays qui a attiré les plus grands talents du monde. C'était en France qu'on allait travailler. Si on prend par exemple, bien entendu, une de mes héroïnes, Marie Curie, ne dites pas ça à Louis Pasteur. Marie Curie, qui est une scientifique et un être humain exceptionnel, qui est venue de Pologne, et c'est en France qu'elle a travaillé. C'est en France qu'elle a fait ses découvertes qui lui ont valu 2 prix Nobel. Petite anecdote, c'est aussi en France qu'elle n'a pas été acceptée à l'Académie des sciences. Bon, mais quand même. Et d'ailleurs, je voulais vous dire une chose par rapport à Marie Curie. Marie Curie, en fait, croyait immensément à l'éducation de la science. Et en fait, elle avait fait... où elle enseignait à l'école normale, elle avait en fait décidé de faire une école pour les enfants des scientifiques en physique parce qu'elle trouvait que la physique n'était pas assez enseignée à l'école. Et elle avait fait un livre en fait pour enseigner la physique aux enfants et ils ont enseigné aux enfants des. Alors sa fille est quand même devenue aussi un prix Nobel, donc je pense qu'elle avait. Et beaucoup de ses enfants sont devenus des scientifiques. Donc c'est une petite histoire. Ce livre n'est pas beaucoup publié, il devrait l'être parce qu'en fait il est exceptionnel. Et j'ai utilisé ces expériences avec mes enfants pour faire avec eux et c'est vraiment très très bien. Mais elle était visionnaire et elle pensait vraiment qu'il fallait enseigner des sciences de très très haut niveau le plus jeune possible. Elie Metchnikov, j'en cite quelques-uns parce qu'ils sont quand même mes héros personnels. Elie Metchnikov, un autre scientifique, biologiste russe, qui travaillait à Odessa en fait sur l'implémentation des vaccins, des vaccins de Louis Pasteur. Et il savait plus très bien qu'en faire. Il est allé voir Pasteur, lui demander conseil et Pasteur l'a recruté. Et Elie Metchnikov, c'était quelqu'un d'unique, qui est devenu d'ailleurs à un moment le directeur de l'Institut Pasteur. C'est quelqu'un qui a découvert le processus qu'on appelle innate immunology. Alors, la immunologie innée, qu'est-ce que ça veut dire ? Nous avons des systèmes de défense très sophistiqués, ceux que l'on fait pendant les vaccins ou les réponses d'infection. Et on a une défense qui est un peu plus simple mais très puissant, qui s'appelle l'immunité innée. Ce sont des systèmes de défense avec des molécules qui réagissent contre plein de microbes. Et il a découvert des cellules et les molécules qui sont responsables de ces systèmes de défense. Il a aussi découvert quelque chose d'extrêmement important, et on reviendra là-dessus plus tard, c'est qu'il a découvert, et il était fasciné par comment vieillir bien. C'est une question qu'on se pose tous, je me la pose de plus en plus en ce moment. Et il avait découvert au travers de ses études que le yaourt, qui est en Yougoslavie notamment,
était un élément qui apportait des bénéfices à la santé. Et il a découvert des molécules, en fait des bactéries étaient présentes, et c'est lui qui a vraiment découvert le processus de ces probiotiques et de l'importance des bactéries positives pour la santé. Petite anecdote, les bactéries qu'il a découvert est devenue en fait la bactérie utilisée quand Danone a créé son premier yaourt. Voilà, l'histoire tourne. Mais bon, Elie Mechnikov était aussi quelqu'un qui est venu. Mais pour vous dire que l'Institut Pasteur, la France dans sa totalité, était l'endroit où les scientifiques venaient pour faire leurs découvertes les plus exceptionnelles. L'investissement que la France a fait en physique ou en mathématiques a fait que la France est un des pays les plus forts en physique. C'est reconnu par les prix Nobel, qui est un des éléments de la validité, de la force de la science. Mais non, il y a quand même beaucoup de prix Nobel en physique qui ont été en France. On a eu des prix Nobel 13 en médecine, 8 en chimie. 7 de ces prix Nobel étaient à Pasteur quand même. Donc voilà, je suis quand même pas peu fière. Donc la science a été aussi un élément de rayonnement. C'était vraiment le soft power de la France. C'était la science française rayonnait, était importante, bien vue par le monde. Nous avions une très très bonne presse. Et je reviendrai vraiment sur le contexte actuel et comment les choses ont pu doucement évoluer et comment en fait cet fort investissement du gouvernement dans la recherche s'est doucement amoindri. Donc je vais vous parler maintenant un petit peu de l'Institut Pasteur parce que quelque part, l'histoire de l'Institut Pasteur, c'est beaucoup l'histoire de la France. C'est vraiment une histoire profondément française. Je pense qu'il y a très peu de scientifiques qui incarnent autant la science que Louis Pasteur et qui incarnent autant la science française que Louis Pasteur. Donc lui-même, il avait une histoire très très française et il n'a pas attendu d'être mort pour être vu comme un héros. Il était très célébré et extrêmement aimé par les populations, les gouvernements et le monde entier. Je reviendrai sur comment l'amour de ce qu'il a fait et la croyance dans ce qu'il portait pour l'humanité lui a en fait permis de développer un institut. Donc Louis Pasteur il est né d'un milieu assez modeste. Il est né à Dole en 1822 et son père était un ancien soldat de l'armée napoléonienne. Et c'est vraiment l'histoire de la méritocratie républicaine, école publique, université, et puis école normale supérieure. Et puis ensuite, il travaille dans des réseaux d'institutions, donc bien entendu l'Académie des sciences, l'université, et donc l'école normale où il commence sa carrière, et dans lequel il découvre beaucoup de choses. C'était un chimiste de formation. Des fois, on oublie que Pasteur était un chimiste. En fait, Pasteur, et ça se voit au travers de sa trajectoire, était pour moi, l'inventeur de ce qu'aujourd'hui on prône beaucoup en science, la transdisciplinarité. C'était un chimiste qui a fait de la biologie, de la microbiologie, de la médecine, de la prévention. En fait, il ne croyait pas aux barrières des domaines de science. Il croyait juste en fait à une science puissante qui répondait à des solutions. Et en fait, il a vraiment, d'une façon très visionnaire, traversé tous ces domaines de recherche avec une fluidité qu'aujourd'hui, on a des fois du mal à faire. Donc il a découvert beaucoup de choses. Il a découvert la chélarité. Qu'est-ce que c'est que la chélarité ? Et ça, c'était avant qu'il commence justement à faire des vaccins. La chélarité, c'est un processus chimique qui fait que chaque molécule dans le monde existe dans une seule configuration. Et en fait, elles sont soit droites, soit gauches. C'est comme des mains. Par exemple, l'ADN est dans une configuration, l'ADN qui constitue notre matériel génétique. Les protéines vont être une autre configuration. Et il a compris ce processus qui, aujourd'hui, en fait, est en train d'être redécouvert d'une autre façon, mais il a vraiment découvert ce processus fondamental de chimie. Il a aussi découvert le problème de fermentation, je reviendrai là-dessus, mais aussi de pasteurisation, vaccination. Et tout ce qu'il a découvert était extrêmement puissant pour la société, et ça a permis, en fait, d'engager une communauté, la société, qui s'est vraiment mise. Il a voulu créer un institut indépendant. Il s'est dit, pour que je puisse passer au niveau du dessus, pour que je puisse non seulement traduire mes découvertes, mais aussi former les scientifiques de demain, pour que ma science puisse irradier, pour que ma science puisse devenir des produits, j'ai besoin d'avoir un institut. Il faut le faire quand même, c'est-à-dire qu'il faut construire un institut. Donc, c'est ce qu'il a fait. Cet institut, il est vraiment venu d'une confiance profonde que les gens avaient eue dans ses découvertes. Parce qu'il a eu vraiment une souscription populaire qui a financé l'Institut Pasteur. Mais pas simplement le public, aussi le gouvernement et le gouvernement des mondes entiers. L'empereur du Japon, tsar de Russie, en Égypte, il y a eu des fonds, le Maroc,
le Brésil, le monde entier a payé pour l'Institut Pasteur. Parce qu'il y avait une croyance profonde dans le pouvoir de la recherche, une recherche qui pouvait transformer la trajectoire des maladies, une recherche qui était positive pour l'humanité. Donc c'est le monde qui a financé l'Institut Pasteur et sa création. Donc le modèle de l'Institut Pasteur qui est toujours en place aujourd'hui, c'est un modèle très particulier. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre institut comme l'Institut Pasteur. Donc Louis Pasteur voulait donc avoir un institut dans lequel il pouvait former. Et il voulait aussi développer des produits. Donc il a vraiment créé cet institut et très vite, la mission de l'Institut Pasteur a été la formation. Donc c'est vraiment quelque chose qui est main dans la main. Ça n'est pas une université, ça n'est pas une compagnie privée, ça n'est pas l'académique. Nous sommes une fondation indépendante, à but non lucratif, mais reconnue d'utilité publique. Souvent, les gens pensent que l'Institut Pasteur est un membre du gouvernement, enfin fait partie du gouvernement, mais non, c'est pas du tout. Nous sommes indépendants. Et pour la petite histoire, parce qu'on est quand même dans la semaine du Pasteur Don, uniquement 16% de l'Institut Pasteur est couvert par le gouvernement. Le reste, c'est la générosité du public. Donc, rappelez-vous que ce qui a été la mission initiale de Pasteur est encore aujourd'hui vrai. C'est le public, c'est la société qui veut que cette institution soit là. Et donc c'est un institut très particulier dans lequel nous avons 3000 personnes aujourd'hui et c'est vraiment l'image et la construction de ce que Louis Pasteur a fait. Donc l'Institut Pasteur a été créé parce que c'était vraiment pour répondre aux grandes préoccupations majeures de la France à l'époque, les épidémies, mais aussi des pertes économiques au niveau de la nourriture, et je reviendrai là-dessus, au niveau des maladies animales, de la production de la nourriture, et le besoin de modernisation de l'agriculture. Donc c'est vraiment venu comme aligner et une réponse à des besoins, une nécessité de modernisation dans notre santé publique, dans notre agroalimentaire, dans la façon dont on élève nos animaux. C'était vraiment un projet de société. Et ça s'intégrait vraiment dans une France qui voyait la science comme un élément positif, un élément de progrès. Et je voudrais ici mettre une citation de Bruno Latour pour remettre vraiment le point de Pasteur comme étant vraiment ancré dans la société française et dans l'importance de son travail pour la société française. Parlant de Louis Pasteur, dans la biographie qu'il a écrite, il dit « Son histoire, il la mêle toujours à celle de la France profonde, matérielle et morale. » Donc, qu'est-ce que l'Institut Pasteur a fait et qu'est-ce que Louis Pasteur a fait? Donc, avant Louis Pasteur, mais aussi Koch en Allemagne, il ne faut quand même pas dire que c'est que Pasteur, les gens croyaient que les maladies se formaient spontanément, qu'elles étaient des agents spontanés qui émergeaient. C'est vraiment le travail de Louis Pasteur, mais aussi de Koch en Allemagne, qui a permis de faire ce qu'on appelle le germ theory of disease, c'est-à-dire le fait que ce soit associé qu'un microbe causait une infection. Aujourd'hui, ça semble une banalité, mais c'est vraiment le travail fondamental qui a permis d'associer le microbe à la maladie. Les découvertes de Pasteur ont ouvert la voie à la vaccination, qui a complètement changé la trajectoire de l'humanité. Donc, il a fait des choses qui ont eu un impact non seulement sur la santé humaine, mais sur beaucoup d'autres. L'agroalimentaire, le phénomène de pasteurisation, qui a été d'abord utilisé par Pasteur quand on demande la fermentation. Il a travaillé beaucoup sur la fermentation, par exemple de la bière, dans lequel il a découvert justement que la fermentation était le produit d'un travail de microbes, en fait, qui transformait la bière. Ce qu'il a découvert aussi, c'est qu'il fallait pasteuriser les éléments, comme la bière, mais d'autres, pour justement les conserver. Donc quand vous avez une petite bière cet été et que vous n'êtes pas malade et que cette bière s'est bien conservée, c'est Pasteur. Voilà. Lorsque vous pensez à l'industrie du fromage, c'est Pasteur aussi qui a instauré des méthodes qui permettent de protéger et d'avoir un fromage qui n'est pas infectieux et qui se stabilise. Donc imaginez l'impact de cette pasteurisation, de ce travail sur la santé humaine. Il a bien entendu changé les pratiques à l'hôpital. La pasteurisation, la stérilisation des éléments a eu un impact majeur. Et la stérilisation des aliments a permis de diminuer les transmissions, par exemple, de la tuberculose, la typhoïde, qui était aussi transmise par les aliments. L'industrie textile, parfois on ne le sait pas, mais il a aussi travaillé sur l'industrie textile. Par exemple, l'industrie de la soie. Les vers à soie étaient infectés. Il a découvert un processus, d'abord de comprendre qu'ils étaient infectés, comment ils étaient infectés, et a trouvé un processus pour séparer
les œufs infectés de ceux qui ne le sont pas, et en fait à redonner un essor économique à l'industrie de la soie. Les soldats qui allaient sur le front étaient vaccinés, étaient protégés. Donc un impact aussi sur la capacité de la France à avoir des soldats et une armée. Donc si on réfléchit de façon collective, il y a aussi un travail très important sur l'anthrax, la maladie du charbon. À l'époque, les gens croyaient qu'il y avait des champs maudits. Il n'y avait pas de champs maudits, il y avait des spores, une bactérie qui restait dans la terre et qui infectait. Il a découvert un vaccin et il a fait le premier essai clinique dans lequel, avec justement des contrôles, vaccinés, pas vaccinés, challengés, et en fait, il a démontré la protection du vaccin. Donc, il a découvert aussi comment valider un vaccin, donc la vaccination moderne. Donc, si on met tout ça ensemble, l'impact que Louis Pasteur a eu sur l'économie, la santé, la modernisation du système agroalimentaire, la modernisation des processus de fabrication de l'aliment, mais aussi de la médecine, les vaccinations, la pasteurisation, si on met tout ça ensemble, l'impact d'un seul homme et d'un seul institut sur la France, l'économie de la France, la santé de la France, mais du monde, est remarquable. Et d'ailleurs, je voudrais peut-être lancer une petite note là. Je pense que ce serait une thèse fabuleuse de regarder l'impact économique de ces découvertes. Parce que si on veut avoir une histoire qui parle de l'impact de la recherche sur une société, il faut la quantifier. Et je pense qu'il y aurait une valeur à quantifier comment toutes ces découvertes ont pu changer la trajectoire, bien entendu, de notre santé, mais aussi notre trajectoire économique. Donc voilà, s'il y a un étudiant quelque part qui est intéressé, je pense qu'il y a une très belle thèse à faire. Donc je pense que ce serait important. Donc, c'était aussi un moment dans lequel l'Institut Pasteur vraiment contribuait de façon très très proche à tout ce qui était sanitaire et en fait et qui a été vraiment un allié donc, des décisions grandes sanitaires de la France. Et puis on a aussi eu des spin-offs. Pasteur en fait a aidé à créer des instituts dans le monde entier. L'Institut Curie en fait a été cofondé par l'Institut Pasteur. Danone en fait, comme je vous ai expliqué, c'est vraiment venu d'un travail avec l'Institut Pasteur. Sanofi en fait était une spin-off de l'Institut Pasteur et plein d'autres. Fiocruz a été construit vraiment en partenariat avec l'Institut Pasteur et Louis Pasteur était très très ami avec le leader de l'Institut. L'université Rockefeller University, qui est la meilleure université, une des meilleures universités au monde, aux États-Unis, a été vraiment créée sous le modèle pasteurien. Pasteur non seulement a créé des choses, mais a inspiré un modèle d'université et de recherche. Et puis il y a une autre partie de cette histoire. Ce sont le réseau, l'histoire des réseaux de l'Institut Pasteur. Donc l'Institut Pasteur, bien entendu, n'est pas simplement une maison à Paris, mais c'est aussi 33 instituts dans le monde, 25 pays. Pasteur disait dans son discours d'inauguration « Si la science n'a pas de patrie, l'homme de science doit en avoir une, et c'est à elle qu'il doit reporter l'honneur et l'influence que ses travaux peuvent avoir dans le monde. » Et ça, c'est pour rappeler à quel point ce travail justement que Pasteur a fait de construire des instituts faisait partie de cette histoire coloniale. Ça faisait partie de cette irradiation d'une France, d'une protection des colons, d'une protection aussi de l'armée, mais aussi du message de pacification et de positif qu'on mettait pour les populations qui étaient affectées. Donc c'était vraiment ce mélange ambigu de la colonisation dans sa force, sa faiblesse et les messages en fait qui sont passés. Et en fait, au travers de ce travail, l'Institut Pasteur a vraiment créé un grand nombre d'instituts. Et très tôt, par exemple, Albert Calmette, qui était un médecin, a été formé à l'Institut Pasteur et envoyé en Indochine, donc à peine 2 ans après la création de l'Institut Pasteur, avec vraiment une mission très particulière de créer un institut, de produire des vaccins et d'étudier les pathologies locales et de promouvoir l'hygiène. Et ce modèle de médecins, généralement militaires, formés à l'Institut Pasteur, envoyés dans les pays qui étaient colonisés par la France, est devenu un modèle. Ces instituts appartenaient à l'Institut Pasteur. Ils n'étaient pas des instituts qui appartenaient au gouvernement français, mais ils étaient quelque part aussi un agent de ce message colonialistique, et tout en servant aussi à un rôle très important, qui était bien entendu de protéger aussi les populations. Donc il y avait ce double rôle. Donc, le premier, bien entendu, était un rôle sanitaire, qui protégeait les troupes, les colons, contre le paludisme, la peste, le choléra. Bien entendu, ce rôle politique, qui était cet instrument de pacification et de légitimation. Donc quelque part, une relation complexe, une relation qui est toute la complexité de la colonisation.
Et comme le dira Calmette en 1905, il rendait l'œuvre coloniale éminemment humanitaire et civilisatrice. Bon. No comments. Oui. Mais ces instituts, en fait, étaient aussi des vrais centres de recherche qui avaient une importance pour le monde. Parce que c'est dans ces instituts qu'un grand nombre d'infections et d'agents qui causent l'infection ont été découverts. D'abord, il y avait la formation des vaccins, mais il y avait aussi des découvertes très, très importantes. À Tunis, par exemple, Charles Nicolle, qui a reçu le prix Nobel, a découvert le rôle du pouls comme vecteur du typhus. À Alger, Sermon Sergent, qui était né à Alger, en fait, qui venait d'une famille française, s'est formé à l'Institut Pasteur et est revenu à Alger pour créer un Institut Pasteur et a fait un travail très important sur le paludisme qui a vraiment permis d'éradiquer le paludisme en Algérie. Yersin, alors je pense que je ne vais pas rappeler aux historiens l'importance de Yersinia pestis. Yersin a découvert à Hanoï le bacille de la peste. Donc ça a été fait par le réseau des Instituts Pasteur. Et j'en cite beaucoup d'autres, IP Dakar, la fièvre jaune, et tant d'autres et tant d'autres. Donc en fait, c'est vraiment dans ces instituts qui étaient cet outil ambigu, cette relation ambiguë dans la colonisation, qui étaient aussi des endroits dans lesquels les vaccins étaient produits et dans lesquels de grandes découvertes, les plus grandes découvertes du monde infection ont été faites dans le réseau des Instituts Pasteur. Alors aujourd'hui, ce réseau, il existe encore. Il est encore là, mais il a changé. Et il a changé comme il devait le changer. Donc pendant très longtemps, ce réseau, il était vraiment l'expression du monde colonial, avec Paris qui dirigeait un réseau, et puis des instituts qui étaient vraiment essentiellement dans des pays qui avaient été des pays colonisés par la France. Et puis les choses ont évolué, bien entendu, et beaucoup de ces instituts sont devenus des instituts, ils sont d'ailleurs indépendants, qui sont dirigés soit par le ministère de la Recherche ou le ministère de la Santé, mais qui restent en collaboration dans un network très très particulier. Aujourd'hui, le réseau est devenu une entité qui est dirigée par un directeur qui est voté. Nous avons en fait le directeur de la Fiocruz qui cette année est le directeur de ce network, donc je participe en tant que vice-président, et nous avons le réseau maintenant est une entité indépendante de l'Institut Pasteur de Paris qui maintenant fait partie de ce réseau. Et ce qui est en train d'essayer d'être construit dans ce réseau est vraiment extraordinaire. Dans le monde d'aujourd'hui, un réseau qui unit des pays, alors bien entendu ceux qui étaient vraiment associés à la France avant et plein d'autres qui ont été faits après. Par exemple en Asie, beaucoup d'instituts ont été construits récemment. Il y en a aussi des instituts qui ont été construits au Brésil, des instituts qui ont été construits au Japon. D'avoir aujourd'hui un réseau de confiance, de science, qui peut permettre de répondre aux besoins de demain, c'est-à-dire la formation d'une science internationale, collaboratrice, de partager des données. C'est une force extraordinaire. Et c'est vraiment ce qui est en train de se construire dans ce réseau qui devient quelque chose de totalement différent, dans lequel des pays à haut niveau économique, bas économique, sont en fait tous autour de la table et travaillent en fait pour la formation de la science de demain, développent des projets collaboratifs. Donc c'est un travail extrêmement important et l'évolution de ce réseau est vraiment l'évolution d'un système très très différent dans lequel on peut faire les choses de façon différente. Et l'existence de ces réseaux, c'est une puissance extraordinaire vraiment de protection de la population. Donc on est très heureux de travailler maintenant ensemble sur cette nouvelle vision d'un réseau qui en fait répond à un besoin d'équité, un besoin de partage et de protection des populations, pas simplement dans les pays au niveau économique. Et puis je voudrais vous dire aussi que dans tous ces pays, même si des fois la relation de la France avec certains pays est devenue difficile, et on va citer certains pays, on ne citera pas certains pays d'Afrique, l'Institut Pasteur reste une valeur respectée. Même si des tensions existent, l'Institut Pasteur, le nom de Pasteur reste un élément de respect. Parce que dans beaucoup de pays, il reste le seul endroit dans lequel on peut se faire vacciner, le seul endroit dans lequel on fait un diagnostic. Et donc le nom de l'Institut Pasteur rayonne et reste en fait une valeur de protection. Donc je pense que c'est extrêmement important. Ce Pasteur continue au travers de son action à avoir un rôle justement pour protéger cette image, mais aussi d'une science qui est au service de tous. Donc, je voulais peut-être conclure, je ne sais pas où j'en suis, mais je voulais sur une réflexion sur ce qui se passe aujourd'hui et qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, je vous ai dit que la science était quelque chose qui avait changé le cours de l'humanité. Je pense qu'il faut se rappeler que je pense que la moitié d'entre nous, si c'est sans doute moi, ne serait pas là aujourd'hui sans la science. La science est celle qui trouvera les traitements contre les cancers qui s'accélèrent chez les jeunes. La science est celle qui trouvera les solutions aux résistances antimicrobiennes.
La science, c'est celle qui sera aussi au service de la protection des populations avec le réchauffement climatique. La science, ce sera celle qui nous protégera du chikungunya qui est en train d'envahir nos écosystèmes. La science, c'est celle qui fera des prédictions et des évaluations des pandémies. La science est nécessaire. Et on voit que dans le monde dans lequel la science n'a jamais été aussi forte, aussi puissante, aussi rapide, on voit une attaque sans précédent sur la science. Ce qui se passe aux États-Unis, je n'aurais jamais pu prédire qu'en l'espace de quelques mois, moi qui ai passé toute ma vie dans un pays dans lequel la science était une valeur, dans lequel la liberté académique était une valeur, comment en l'espace de 8 mois, ça a pu s'effondrer. On voit que la recherche sur la santé des femmes, la vaccinologie, bien d'autres, le Covid par exemple, sont interdites. On voit que les politiciens, on en a eu une discussion plutôt, mettent des messages dangereux d'association entre l'autisme et les vaccinations sans aucune fondation scientifique, entre le paracétamol et les vaccins. On voit que dans l'État de Floride, ils ne recommandent plus la vaccination des enfants. On voit la rougeole émerger à nouveau. On voit le CDC, l'organisme de protection des populations, qui est vraiment l'endroit qui doit quantifier. Ils ont renvoyé toutes les personnes, il y a quelques jours, qui travaillaient sur la quantification de la mortalité aux États-Unis. Bon, ils les ont réengagés quelques jours après, mais je peux vous assurer qu'ils vont réussir à les renvoyer. Parce qu'en fait, d'éliminer la quantification de qui meurt pourquoi, quelle arme. Donc en fait, nous sommes dans un moment qui nous pétrifie tous. On est tous dans une situation, on se dit, mais comment on réagit à ça? Alors, comment on va réagir à ça? Et comment, en fait, la France, l'Europe, peut répondre à tout ça? Et comment nous, chacun d'entre nous, peut répondre? Et je pense qu'il faut qu'on regarde ça de façon très, très objective. Parce que la France a sous-investi en recherche depuis des décennies. Le pays dont je vous ai parlé, celui qui a fait des choix extrêmement courageux, des choix qui ont changé la trajectoire de la France, au niveau de sa santé, de la protection des populations, au niveau de son essor économique. Cette même France a décidé de sous-investir chroniquement en recherche. La France est le pays à haut niveau économique qui investit le moins en recherche fondamentale et en recherche. La recherche biomédicale en particulier est une des moins financées au monde pour les pays à haut niveau économique. Les chercheurs en sciences dures, je pense que c'est partout ailleurs, en France sont les moins payés des pays à haut niveau économique. C'est dans ce moment qu'il faut qu'on se batte particulièrement, parce que ça n'est pas possible que la France qui a été et qui est un endroit de formation unique, dans lequel nous avons des médecins et des chercheurs de très haut niveau, dans lequel nous avons une éducation de très haut niveau, la France ne peut pas continuer à oublier l'importance de la recherche. L'importance de la recherche pour nos protections, pour les choix que l'on fait, pour avoir une science qui est associée à nos valeurs, pour avoir une science qui est au service de la société. Donc, c'est un cri d'alarme que je mets. Un cri d'alarme pour que l'on soit tous vigilants et que le futur, on le construit aujourd'hui et que celui dont on bénéficie aujourd'hui, il a été construit par d'autres. Il a été construit par des visionnaires qui, pendant des centaines d'années, ont continué à injecter des ressources et de l'énergie pour que la science soit là. Si nous avons aujourd'hui des médicaments, c'est à cause des investissements. Et si on veut les médicaments de demain, c'est l'investissement d'aujourd'hui. Ce qui se passe aux États-Unis est un message qui devrait tous nous remettre en alerte. Ce qui se passe là-bas peut se produire chez nous. Ce n'est pas simplement la protection des populations dans nos pays, c'est la population des protections dans le monde. Les États-Unis contribuaient, ainsi que beaucoup d'autres, à un système de financement de médicaments qui étaient donnés aux pays les plus pauvres, par exemple pour le sida, pour la tuberculose. Ils ont arrêté ces programmes. Il y aura 14 millions de gens qui vont mourir du sida dans les quelques années à venir à cause de cela. Il y aura des gens qui vont mourir de tuberculose alors qu'ils pouvaient être traités. Ces maladies vont réémerger. Elles vont redevenir en fait des problèmes qui déjà étaient graves mais qui vont réémerger. Ces maladies sans contrôle de médicaments vont aussi muter. Ces microbes vont devenir plus dangereux. Donc le monde est un monde dans lequel nous devons collectivement se rappeler que si nous n'avons pas de science, si nous n'avons pas tous ensemble des gouvernements qui protègent l'importance de la science,
nous ouvrons en fait la porte à un chaos qui n'est pas simplement celui où nous n'avons plus de données, mais celui dans lequel nous sommes réellement en danger. Donc voilà, je voulais en fait vous rappeler une chose importante, c'est que nous avons un rôle à jouer, et ce rôle, il est de parler. Donc c'est pour ça que je suis très très reconnaissante que vous m'ayez invitée aujourd'hui. Alors je ne sais pas si j'ai fait ce que je devais faire, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je suis extrêmement reconnaissante. Que je puisse, moi, en tant que scientifique, vous parler, que j'ai un espace ici de discussion, c'est ce dont on a besoin. La science ne peut plus rester dans ses laboratoires, la science n'est pas une abstraction, la science, ça appartient à nos sociétés, elle est au service des sociétés et elle doit être protégée. Mais pour ça, il faut qu'on l'explique, il faut qu'on la raconte et on a besoin de vous. Donc le premier message, c'est qu'on a besoin de vous tous, historiens, les gens des universités, professeurs. Vous devez nous aider en racontant ces histoires, en influençant, en parlant. Nous avons besoin que cette histoire soit re-racontée. Nous avons besoin que la science redevienne un objet d'étude, que l'importance des découvertes et ce qu'elle a fait pour la société doivent être racontées. Il faut aussi qu'on parle, et je pense qu'il faut qu'on développe d'autres moyens de communication avec le public. Il y a eu une étude qui a été faite récemment et qui dit qu'en fait, la science est devenue invisible. Donc voilà, il est important qu'on ne le soit plus. J'espère qu'on le sera moins. En tout cas, on y travaille très dur à l'Institut Pasteur. Et je voulais terminer sur une citation, parce que je pense qu'elle est plus que jamais importante. C'est une citation de Louis Pasteur le jour de l'inauguration de l'Institut. « Je dirais que 2 lois contraires sont aujourd'hui en lutte. Une loi de sang et de mort qui oblige les peuples à être toujours prêts pour le champ de bataille et une loi de paix et de travail qui ne songe qu'à délivrer l'homme des fléaux qui l'assiègent. » Je vous remercie. Toute parole serait inégale à l'émotion qui nous étreint et à la gratitude que nous éprouvons. Merci infiniment. Je vous assure, Madame, que ce moment restera dans toutes nos mémoires de fidèles de ces rencontres comme un moment lumineux. Et j'ajoute que je suis persuadé que là où nous sommes les uns et les autres, cela pourra nous inspirer longtemps. Merci infiniment. Alors, si vous le voulez bien, rupture absolue entre ce qui vient de se passer et ce que je vais avoir à vous dire. Certains d'entre vous se rappellent qu'il me revient chaque année de vous annoncer ce que sera le thème de l'année prochaine. Et vous savez comment j'ai l'habitude d'aller droit au but. Donc, je ne manquerai pas à cette tradition. Mais je voudrais simplement, avant de vous dire le titre lui-même, marquer que ce sera un sujet qui sera plein d'énergie, plein de mobilité, plein de représentations véridiques ou mensongères, plein de passions contrastées, que tous les historiens qui cette année étaient parfois frustrés, nous ont-ils dit, de ne parler
que de la France, même dans la longue durée. Tous ceux qui aiment la géographie, tous ceux qui considèrent la très longue durée comme essentielle, devraient être satisfaits, devraient contribuer, comme chaque année, à enrichir les travaux qui seront les nôtres et les rencontres. On va beaucoup bouger, on va beaucoup s'affronter, on va beaucoup créer d'aspirations. Il y aura aussi des tricheries, des mensonges, des apparences contournées. Je parle dans nos travaux, naturellement. Et c'est pourquoi, sans détour supplémentaire et sans hésiter à aller droit au but, sans désemparer, je vais vous dire quel est notre sujet. Notre sujet l'année prochaine sera le suivant, les marchands. Voilà, toute l'équipe qui a organisé ces rencontres vous remercie d'être venue. Moi, je la remercie d'avoir été si efficace. Et je vous assure, mais en avez-vous besoin, que notre affection est immarcessible. Et après tout, un beau vocabulaire pour finir n'est pas malvenu. Merci beaucoup.